pas me sentir différente des autres, en fait. Aline, hôtesse de caisse. Une identité sociale négative est difficile à revendiquer. Le premier mouvement des travailleurs handicapés va alors être de s'inscrire dans un travail de normification. C'est-à-dire qu'ils vont accomplir un effort pour se présenter comme quelqu'un d'ordinaire. Être ordinaire, donc ne pas être anormal, passe systématiquement, pour nos informateurs, par la préservation de l'activité de travail. Ainsi, Perrine, 53 ans, secrétaire, dit « J'ai toujours aimé aller au travail, parce que je me sens normale, parce que je me sens utile. » Être normal, c'est être utile. Le travail de normification vise à maintenir en activité. Moi, je pense à l'inverse, c'est que quand on a une grosse problématique, il ne faut pas rester chez soi enfermé pendant 1 an, avoir que des médecins et puis se lamenter sur son sort. Je pense qu'il faut aménager ses temps de travail, revenir un peu au boulot, avoir des relations sociales avec les autres et fournir un petit effort. C'est comme ça qu'on avance pour s'en sortir. Ça m'a fait énormément de bien de reprendre le boulot. Benjamin, 50 ans, commercial. Être normal, c'est aussi être le moins différent possible. Les travailleurs en situation de handicap vont alors, tant que faire se peut, se passer des différents outils leur permettant de suppléer leur handicap. Si ces outils les aident, ils leur assignent aussi une identité sociale négative dont ils tentent de se défaire. La canne blanche, le fauteuil roulant stigmatisent, réduisent parfois la personne à son seul handicap, ce qui peut être, quand c'est possible, refusé. Oui, pour lui, c'est pas, il réclame pas d'aide. Non, non. Même à vous, même. Non, au maximum, il y a des choses qu'il préfère ne pas faire plutôt que d'être obligé de demander trop d'assistance. Donc il arrive toujours à détourner les choses pour se dire que oui, on essaie de faire au mieux et ce qui n'est pas nécessaire, s'il n'arrive pas à le faire tout seul, ben, il s'en passe. Voilà, c'est sa philosophie. Après, je pense qu'on peut voir les choses différemment, mais lui, c'est comme ça qu'il les voit en tout cas. Afficher le stigmate, c'est-à-dire sa différence physique ou sociale visible, est aussi pensé comme problématique vis-à-vis d'un employeur pour trouver du travail. J'ai caché ma maladie dans un premier temps, parce que j'avais tellement peur de ne pas trouver de travail. Élise, employée. Ou encore pour conserver son travail ou son poste. J'ai caché mon handicap car il n'était pas accepté dans l'entreprise. Si je voulais garder ma position, je ne pouvais pas montrer la moindre faiblesse. Si on montre la moindre faiblesse, on ne peut pas être responsable de service. Bruno, cadre. La peur de la stigmatisation favorise le silence et la dissimulation. J'ai des moments de fatigue très, très intenses, mais je ne manque jamais mon travail, jamais. Je fais en sorte de ne pas le montrer. Ce n'est pas écrit sur mon front. Véronique, 57 ans, secrétaire. Des fois, on a l'impression en fait que l'employeur fait une fleur aux travailleurs handicapés, que c'est... Du coup, il y a parfois un peu de condescendance, il y a parfois... Il y a beaucoup de doutes qui sont émis sur la nécessité. Après, je pense que c'est un moyen assez rapide et facile de se protéger du coût financier que ça peut représenter. Et parfois, on a des employeurs qui sont de très très bonne volonté et qui sont même
force de proposition, ouais, c'est très très variable. Les intérêts pour l'employeur de recruter des travailleurs avec cette reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés sont nombreux. Bon, il y a évidemment le fait par cette voie-là de répondre aux attendus du pourcentage de RQTH avec du coup la possibilité de ne pas payer la pénalité associée au fait d'en avoir moins de 6%. Donc on peut dire que au plan économique, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant toujours au plan des financements parce que du coup, l'employeur peut avoir accès à des aides. Je pense par exemple du côté de la GFIP, il y a des soutiens financiers à certains dispositifs qui vont aider à faire qu'il y ait une compatibilité entre la personne en situation de handicap et son poste de travail. Il peut y avoir aussi des intérêts en termes d'image, être handi accueillant pour une entreprise et s'afficher comme tel. Ça peut être considéré comme positif. Ça peut aussi contribuer à positiver des activités de professionnels qui portent plutôt une image négative. Je vais prendre juste un exemple. Quand on avait travaillé sur cette question de handicap et travail, on avait été surpris de trouver des entreprises du secteur de la propreté industrielle qui embauchent un nombre extrêmement important, une proportion très importante de travailleurs bénéficiant, entre guillemets, d'une RQTH. Et on se disait comment comprendre une entreprise dans laquelle les métiers sont quand même des métiers difficiles, des conditions de travail difficiles, voilà, nettoyer les bureaux avec des horaires de travail compliqués, des ports de charge, enfin voilà, des activités professionnelles éprouvantes pour la santé. Comment est-ce qu'on comprend qu'ils recrutent autant de travailleurs bénéficiant d'une RQTH? Quand on regarde les choses d'un peu plus près, on a réalisé que finalement, comme ce secteur d'activité n'a pas une image très positive, il y a une espèce de restauration du sens du travail dont chacun peut témoigner quand les gens disent bien sûr, on fait, on peut dire, du sale boulot, entre guillemets, c'est-à-dire un travail que personne, a priori, n'aura envie de faire. Mais en même temps, on accompagne des personnes en situation de handicap, on est tuteur, on transfère notre savoir-faire, on les soutient. Voilà. Donc, du coup, finalement, on revalorise le travail dans certains métiers en montrant la part humaine, sociale, associée à l'accompagnement des personnes et l'intégration des personnes en situation de handicap dans le travail. Y compris, c'est organisé, c'est-à-dire que ce sont des binômes qui sont mis en place sur les différents chantiers pour ces entreprises prestataires de services. Cacher, euphémiser le handicap a un coût pour les travailleurs. Pour ne pas montrer de faiblesse, ils mettent en œuvre une sanitarisation de leur quotidien, selon Thébault, Moni et ses co-auteurs. Ils organisent leur quotidien avec des activités, des temps qui les soignent ou leur permettent d'assurer leurs activités professionnelles afin de se présenter comme valides. Cela va avoir un impact sur leur sphère personnelle.
Il peut sûrement y avoir plusieurs moments clés d'affirmation du handicap, en tout cas de sortie de la clandestinité. Quand le handicap est invisible, la personne peut choisir de dire ou de ne pas dire, de faire connaître ou de ne pas faire connaître les problèmes de santé. Il y a des moments par contre où quand la santé se dégrade, alors à certains moments en tout cas, ça devient plus visible. Du coup, on peut dire que c'est là des moments clés où on peut se dire ça ne va pas être possible plus longtemps de masquer et de travailler dans la clandestinité à la construction de la compatibilité entre la préservation de sa santé et le maintien d'objectifs professionnels. Donc, il y a un premier moment clé déjà, c'est la possible dégradation ou la plus grande difficulté à contrôler l'information. Par exemple, il peut y avoir des stratégies de clandestinité qui conduisent par exemple à éviter les temps d'échange informel entre collègues où chacun se met à parler de sa vie, pas simplement professionnelle, mais aussi de ce qu'on appelle la vie privée. On est toujours au bord de dévoiler quand on est comme ça dans des rapports de plus grande proximité. Mais la clandestinité a un coût, c'est-à-dire qu'elle conduit à avoir une double vie, une vie sans handicap, on va dire officiellement, manifestement, et puis une vie clandestine où là, on va gérer tout seul la fatigabilité, les difficultés à faire ceci ou cela, les rendez-vous médicaux. Bon, en fait, on se rend compte que la clandestinité, elle fabrique en général de l'usure prématurée. Il faut pouvoir compter sur les autres pour fabriquer ensemble la compatibilité entre les exigences professionnelles, le travail quotidien et en même temps les exigences de santé. Et parfois d'ailleurs, le fait de pouvoir sortir de la clandestinité peut constituer un bénéfice collectif. Parce que, par exemple, ça peut être l'occasion pour la personne en situation de handicap, pour quelqu'un qui a des problèmes de santé, de se rendre compte, parce qu'à un moment donné, il a osé en parler, qu'il est loin d'être le seul dans ce cas-là, que beaucoup d'autres collègues ont eux aussi des problèmes de santé, avec ou sans reconnaissance de travailleurs handicapés, mais que finalement, une santé fragilisée, ça n'a rien d'exceptionnel, que ça peut arriver dans le cours d'une vie, et je dirais même que ça arrive de plus en plus souvent. Du coup, ça déprivatise, dédramatise, et ça permet de collectiviser cette question pour la penser et la traiter ensemble. Donc, après, ça peut être aussi sortir de la clandestinité, affirmer son handicap pour bénéficier d'un recrutement quand le poste est destiné pour un travailleur RQTH. Ça peut être aussi dans la perspective d'un aménagement de poste, d'un aménagement du temps de travail. Ça peut être aussi dans l'espoir, mais ça peut n'être qu'un espoir, de ne pas être touché, d'être épargné lorsque se profile une vague de licenciement, par exemple.